Bonjour à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour une nouvelle présentation de jeu pour la formation. Et donc, on va parler aujourd'hui du jeu Paysage. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Martel, chargé de recherche à l'INRAE, au sein de l'UMR Bagap et situé à Angers. Donc, pendant que Gilles va installer son diaporama, je vous rappelle à tous le principe d'interaction que nous avons entre nous, avec l'intervenant et moi-même. Donc, vous avez la rubrique, le bouton discussion ou converser ou chat qui vous permet d'interagir principalement pour donner des informations ou pour me faire part d'éventuels soucis techniques. Et l'autre bouton qu'on vous encourage vivement d'utiliser est le bouton QR pour questions-réponses. Et dans ce bouton, eh bien, vous pouvez poser toutes vos questions et, si possible, au fil de l'eau, au fil de l'intervention de Gilles, de manière à ce que je puisse regarder les questions, éventuellement les réorganiser pour lui poser à la fin de son intervention. Voilà, mais je pense que Gilles est prêt. Et donc, Gilles, tu as la parole pour introduire, peut-être préciser ce qu'est Bagap. Si paysage aussi, il y a dans les deux Z quelque chose qui veut dire, on ne le comprend pas peut-être de premier coup, n'hésite pas et donc je te laisse la parole. Merci Philippe. Donc bonjour à tous. Effectivement, je vais commencer par quelques précisions et la toute première que je vais faire, c'est que normalement pour cette présentation, j'aurais dû être accompagné de Estelle Mélin, qui est enseignante au lycée de Saint-Exupéry, qui est à Rennes, faisant partie du groupe The Land, et qui s'occupe pas mal des BTS Axe. Mais du coup, j'aurais dû donner un peu plus tous les aspects pédagogiques en lien avec le jeu. Donc, on a préparé ensemble la présentation, donc c'est moi qui vais les faire, parce qu'elle est actuellement en direction d'un concours pour avoir un poste permanent d'enseignant. Du coup, voilà, la priorité est quand même sur le concours. Elle ne pouvait pas participer aujourd'hui, mais on l'a fait ensemble. Donc ensuite, moi, je me présente. Donc, Gilles Martel, je suis zootechnicien, comme Philippe l'a dit, dans l'unité BAGAP pour biodiversité, agroécologie et aménagement du paysage. C'est une unité qui est basée entre Rennes et Angers et qui a pas mal d'écologues, des zootechniciens, des agronomes, et puis des modélisateurs, des géomaticiens. Donc, on est pluridisciplinaire pour s'intéresser à la question du paysage et de la biodiversité. Donc, voilà, paysage avec deux Z. Pourquoi? Parce que initialement, on l'avait appelé le puzzle paysager, et du coup, le deuxième, le nouveau nom a essayé de reprendre cette idée du puzzle en gardant les deux Z. Donc voilà, on y reviendra après pour cet aspect visuel du paysage. Et donc, c'est un outil ludique pour explorer les interactions entre agriculture et biodiversité. Alors, voilà, donc je vais commencer par par vous présenter le contexte de création du jeu. Donc, l'UMR Bagap, j'en ai déjà parlé juste avant. Un exemple de projet dans cette unité, ça a été le projet AgriConnect, qui s'est intéressé du coup aux trams agricoles. Donc, on parle souvent des trams vertes, on parle des trams bleues, et là, on avait un projet qui s'intéressait un peu aux aspects de continuité dans les paysages agricoles et en prenant en compte la trame des espaces cultivés. Et dans ce projet-là, on s'est intéressé à regarder quelles étaient les raisons des choix d'assolement dans différents systèmes d'élevage. Et puis ensuite, on a fait des modélisations du paysage en fonction des systèmes d'élevage présents. Et donc, du coup, euh, je vais mettre un petit pointeur. Voilà, lorsqu'on fait une simulation où il n'y a que des élevages laitiers dans le paysage, on a des couverts qui sont principalement autour de la prairie, du maïs, du blé. Et puis, lorsqu'on a un paysage uniquement porcin, et ben, on voit que la prairie est quasi disparue. Et par contre, on a d'autres types de couverts, de l'orge,
du maïs, du colza qui apparaissent. Et puis, dans des paysages mixtes, on a du coup des paysages qui sont un peu diversifiés. Et du coup, ces différents types de paysages-là produits, nous, on s'est posé la question derrière de quel est l'intérêt ou l'effet sur la biodiversité, et notamment sur deux groupes d'insectes carabiques. Donc, à partir de ces éléments-là, en fait, on s'est posé la question de comment transmettre les connaissances vers le grand public et les étudiants. Quelle forme ça pourrait prendre, ces résultats de recherche, avec des contraintes, c'est qu'on a besoin de faire passer des logiques spatiales pour prendre en compte le paysage. Et puis, il fallait aussi réussir à introduire la diversité des espèces qui sont présentes dans le paysage, que ce soit des espèces végétales, des espèces qui ont un rôle plus d'auxiliaires de culture, et puis des espèces qui sont plus patrimoniales, à un enjeu de conservation. Et puis, on voulait aussi, bien sûr, prendre en compte la diversité des systèmes de production. Et on a eu l'occasion pour les 70 ans de l'INRA d'avoir des portes ouvertes organisées, et donc du coup d'avoir l'opportunité vraiment de mettre en application et de faire ce transfert de connaissances vers le grand public. Et en se disant, les gens ils vont être un peu plus actifs si s'ils sont partie prenante du jeu, enfin de l'interaction. Et donc on s'est tourné vers l'idée d'un serious game. Donc ça, c'est une photo de ce à quoi ressemblait le jeu lorsqu'on l'a fait pour les 70 ans. C'est toujours le jeu qui a été utilisé pour le moment en enseignement, mais vous allez voir qu'on a un petit peu changé le design récemment pour en faire une nouvelle version. Donc paysage, les objectifs du jeu, c'est de se mettre en situation de décider un assolement en fonction du système de production de l'exploitation. Donc, il y a une première phase autour de ça. C'est aussi observer l'effet du paysage sur différentes formes de biodiversité, donc aussi bien insectes et plantes. C'est de pouvoir évoquer avec les étudiants les notions d'auxiliaire des cultures, de pouvoir sensibiliser au compromis entre une gestion centrée sur un objectif agricole et puis des objectifs plutôt de conservation de la biodiversité. Et enfin, c'est de pouvoir expérimenter l'intérêt d'une réflexion collective pour la gestion des paysages et se rendre compte que finalement, ce que fait le voisin, ça va aussi jouer sur ce qu'on va observer dans nos cultures, dans nos champs. Donc voilà, ça c'était l'objectif. Et du coup, le plateau de jeu, je vous présente comment est-ce qu'on a fait le plateau. Donc vous voyez qu'il y a deux exploitations dont j'ai dessiné les contours, l'une en jaune et l'autre en marron. Donc, les deux ont 13 parcelles agricoles, mais on voit que l'exploitation marron est beaucoup plus regroupée autour du siège que l'exploitation jaune, sachant que l'exploitation n'est quand même pas complètement identique, n'est pas totalement autour du siège. Il y a bien quelques îlots qui sont à l'opposé du paysage. Ensuite, dans le paysage, on a une rivière d'un côté, un bois à l'autre côté, et puis une route qui traverse ce paysage de deux exploitations. À côté de ça, on a donc 4 types de couverts pour représenter les différents types d'usages par les éleveurs, les polyculteurs-éleveurs. Ce sont la prairie permanente de pâturage, donc c'est toutes les cartes, un peu toutes les tuiles vert foncé, avec pour certaines des animaux dedans. Il y a des prairies temporaires de fauche, donc toutes les tuiles vert plutôt claires avec les ballots de paille. Les céréales d'hiver, donc céréales à paille d'hiver, qui sont représentées plutôt par du blé en jaune, et puis des cultures de printemps, donc notamment le maïs, qui est ici en vert aussi. Enfin, on a deux types de bordures de champs. On a des bandes enherbées, donc représentées par toutes ces fleurs qui sont ici, plutôt basses, et puis des haies arborées qui permettent de représenter donc des espaces un peu plus, des haies plus pérennes.
Et enfin, pour la côté biodiversité, nous avons trois types de jetons de biodiversité, donc les carabes forestiers, les carabes des cultures et puis les adventices, ici en rouge, représentés par, en fait en rouge parce que c'est du coquelicot et non pas parce que c'est forcément indésirable. Il y a 6 types de systèmes d'élevage que l'on a pour le moment réfléchi. Bien sûr, ces types de systèmes d'élevage sont voués à être à augmenter ou du moins en avoir un peu plus que ça à terme. Mais c'est aussi l'objectif de ce jeu d'être collaboratif et donc que les enseignants puissent proposer leur propre système d'élevage et qui pourra enrichir la base de données des systèmes d'élevage jouables dans le jeu. Donc, comment est-ce que se joue ce jeu? Eh bien, en fait, il y a deux modes de jeu. Soit c'est vraiment sur la gestion du paysage, soit c'est plus pour travailler les questions de succession culturelle et de voir l'effet de ces successions sur l'aspect du paysage. Comment est-ce que d'une année à l'autre, le paysage évolue, alors que dans la partie gestion du paysage, on va plutôt être sur comment se coordonner pour favoriser la biodiversité et quel compromis il y aura à avoir avec la question, avec les objectifs agronomiques de chacun des joueurs, de chacune des exploitations. Dans les deux modes de jeu, il y a 4 étapes. La première, ça va être de trouver les surfaces nécessaires au fonctionnement de l'exploitation. La deuxième, c'est de proposer une organisation spatiale des cultures ou des successions de cultures ainsi que les bordures de champs. Troisième étape, c'est d'observer l'intérêt du paysage pour deux carabidés et pour les adventices. Et puis, la dernière étape, c'est donc de réorganiser les cultures pour favoriser la régulation biologique exercée par les auxiliaires ou observer les changements de contexte paysager via les successions de cultures. Et donc, après chacune des étapes, il y a un temps qui est important, c'est le temps du débriefing qui est fait entre l'animateur et les élèves. Donc, la première étape, le choix des couverts. Donc, les objectifs pédagogiques que Estelle a identifiés, c'est que dans cette première étape, on a l'objectif d'identifier des interactions entre production animale, production végétale, au travers du système d'alimentation, des besoins en litière et de la fonction d'occupation de l'espace, c'est-à-dire quelle part de l'alimentation, enfin quelle part des surfaces est dédiée à une intraconsommation versus une vente. Et puis un autre intérêt, c'est de mettre en œuvre, de concevoir un sous-système de production végétale répondant aux besoins du sous-système de production animale. Et donc ça évoque pas mal d'éléments pour le BTS Axe notamment. Donc le déroulé de la séquence, c'est les élèves sont répartis en deux groupes. Chaque groupe se voit attribuer un sage d'exploitation et son parcellaire. L'animateur du jeu choisit et énonce quelques contraintes territoriales. Donc, on peut imaginer qu'il y a une pente sur le paysage ou qu'il y a un axe dominant pour le vent et donc une orientation nord-sud qui peut être donnée, ce qui va changer un peu les motivations et les actions après à faire. L'animateur du jeu ensuite remet à chaque équipe une fiche descriptive du système d'élevage. Et en considérant les différentes informations à leur disposition, les équipes choisissent leur couvert en nature et en quantité. Donc, combien ils vont avoir besoin d'avoir 13 tuiles, 13 couverts. Et pour cette étape-là, on a réfléchi le jeu en 3 niveaux de difficulté. Un premier niveau où finalement, les surfaces de chacun des couverts sont quasi données, et donc ce qui permet d'aller plus vite sur les autres étapes du jeu. Un niveau où il y a beaucoup d'informations qui sont données, mais il y a quelques calculs à faire pour se poser la question de quelle est la surface nécessaire de blé, de maïs, de prairies, de fauche et de pâture à faire. Et puis un niveau plus difficile où du coup il y a besoin de connaître un peu les types de rations, de comment
qu'est-ce qu'une vache suitée ou une truie suitée, quels sont les besoins, qu'est-ce que ça veut dire en termes de nombre d'animaux, etc. Alors que dans la version intermédiaire, on donne le nombre de veaux ou le nombre de porcelets et le nombre de porcs charcutiers. Donc là, c'est des choses, voilà. Plus on avance en difficulté et plus il y a de choses à calculer pour les élèves. Et puis, dans l'option succession, une fois que les élèves ont choisi leur tuile, il faut du coup, on double ces couverts-là. On en a 2 fois 13 couverts. Et les élèves doivent constituer des coupes représentant 2 années de culture sur une parcelle. Donc, voici un exemple là, de fiche. Donc là, c'est le niveau intermédiaire. Alors, on a donc les caractéristiques générales de l'exploitation, on a sa SAU, on a le nombre de vaches, on a des éléments sur l'alimentation, on a aussi des éléments sur le logement et donc sur les besoins de kilos de paille par animal et par an. Et puis, on a rajouté toute une section sur la bibliographie, sur comment est-ce qu'on a obtenu ces chiffres-là, d'où est-ce que ça vient, et donc ça permet aussi d'en savoir plus si on veut. La seconde étape, c'est l'assolement. Les objectifs pédagogiques en lien avec cette étape-là, c'est de pouvoir réfléchir les choix d'organisation des productions dans l'espace. Donc, aussi bien l'assolement en lui-même, mais aussi les interactions entre zones cultivées et zones non productives. Et cela en fonction de préoccupations techniques, organisationnelles, économiques, réglementaires. Donc, par exemple, les bandes enherbées le long du cours d'eau, si on a des cultures, ça c'est de la réglementaire, des questions de distance, la parcelle de pâture ou de maïs fourrage très loin du siège, et ça peut poser des questions. Et en fait, suite à cette réflexion, à ces réflexions qui vont avoir lieu, il y a un autre objectif pédagogique, c'est que les élèves soient en mesure de présenter, de justifier des choix réalisés. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour les élèves d'acquérir aussi. Donc voilà, le déroulé de la séquence, c'est les élèves positionnent leurs couverts et successions sur leur parcellaire. Les élèves peuvent également positionner des bordures de champ. Donc, les bordures de champ sont toujours non obligatoires et on peut en mettre de 0 jusqu'à tout ce qui nous a été donné par l'animateur. Et donc, ensuite, il y a la phase de débriefing où les élèves expliquent les raisons de leur choix d'organisation spatiale. Et là, on compte des points agronomiques obtenus pour les 2 exploitations. Et pour le moment, on n'a fait que cette première méthode qui est par l'enseignant, par l'animateur du jeu. C'est l'animateur qui calcule les points en fonction du barème qui est donné. Et on se propose de tester peut-être une autre méthode, puisque pour le moment, on a toujours animé le jeu avec un seul plateau, donc c'était assez facile de faire quelque chose de collectif avec l'enseignant qui le fait. Mais vous verrez que dans la nouvelle version, on peut partir sur plusieurs tables de jeu pour avoir des groupes plus petits. Et du coup, si on a plusieurs tables, ça peut être plus compliqué pour l'enseignant de faire cette animation-là. Et on se proposait de tester peut-être par un élève qui prendrait les règles de comptabilisation des points et de justification et qui, du coup, viendrait sur une table autre que la sienne pour faire ce diagnostic et te compter les points avec des autres tables. Donc, un peu dans l'idée d'un contrôle pack. La troisième étape, donc une fois qu'on a ce paysage qui a été fait par les élèves, on a donc cette étape de biodiversité. Donc les objectifs pédagogiques de cette étape-là, c'est de pouvoir considérer les interactions entre les différentes composantes biotiques de l'agroécosystème, donc les notions un peu de service écosystémique, que ce soit de la régulation ou de la conservation, c'est les deux que l'on peut observer dans le jeu. Et puis de considérer les flux de population d'auxiliaires et de bioagresseurs entre différentes composantes du paysage, entre espaces cultivés ou entre espaces cultivés et zones non productives. Donc pour atteindre ces objectifs-là, la séquence elle se déroule comme ça, c'est l'enseignant dispose les jetons biodiversité selon les règles du jeu
Et ces règles sont expliquées en même temps aux élèves. Donc voilà, on dispose des adventices qui sont favorisés par la juxtaposition de cultures annuelles, les carabes de culture qui sont favorisés par des interfaces entre des cultures, et puis des carabes forestiers qui sont favorisés par des continuités de haies arborées. Et donc dans le jeu, dans les règles, il y a toutes les données chiffrées pour dire voilà, à partir de tant de haies connectées, les carabes peuvent apparaître, peuvent être positionnés. Et puis, pour les cultures, c'est entre telle culture et telle autre. Enfin, voilà. Donc, il y a tous ces éléments-là. Et puis ensuite, l'enseignant applique la régulation biologique liée à la présence des carabes selon les règles du jeu prévues dans le jeu. Donc là aussi, les carabes des cultures ont un rôle de régulation sur les graines d'adventice. Donc, du coup, il y a cet effet-là qui peut être discuté. Et donc, voilà, il y a un débriefing sur le lien entre l'organisation spatiale et la biodiversité. Donc, observer où est-ce que cette biodiversité est apparue. Est-ce que c'est au sein des parcelles de son exploitation? Est-ce que c'est à l'interface entre les exploitations? Comment ça se fait? Et donc, suite à ça, on calcule le score écologique. Et donc là, on arrive sur la 4e étape avec une différence entre les deux modes de jeu. Donc dans le mode de jeu gestion du paysage, les objectifs, ça va être d'intégrer la prise en compte de la biodiversité sous ses aspects fonctionnels et donc de réfléchir à comment favoriser ces services rendus par la biodiversité. Considérer les leviers agroécologiques mobilisables dans une perspective d'agriculture durable et puis de collaborer, échanger, se concerter entre pairs pour co-construire à l'échelle du paysage un assaullement favorisant les aspects fonctionnels de la biodiversité. Donc, le déroulé de la séquence, c'est l'enseignant propose aux élèves de se coordonner pour favoriser la régulation biologique. Ils reprennent exactement les mêmes tuiles de couvert qu'ils avaient au début de la séquence 2 et ils proposent une nouvelle configuration du paysage pour favoriser le score écologique. Et donc là, on calcule le score écologique, mais ensuite, on recalcule les scores agronomiques et on voit s'il y a des questions de compromis à faire et à quel point c'est possible de faire du très écologique en gardant l'agronomique et comment est-ce qu'ils le perçoivent. Et donc, voilà, il y a tout un débat qui peut se mettre en place là. C'est l'étape du débriefing. Dans la version succession, l'objectif, c'est de considérer la dimension temporelle et de questionner la pérennité, de la validité du système proposé du point de vue agronomique et écologique. Et du coup, le couvert qui est visible, donc je vous rappelle que dans cette mode de jeu, les élèves ont empilé finalement 2 couverts pour représenter la succession. Et donc, le couvert visible est retiré pour révéler la culture suivante. Et on repositionne du coup les pions de biodiversité, on recalcule les scores et là aussi on fait un débriefing pour voir est-ce que le paysage a beaucoup changé ou pas. Qu'est-ce qu'on observe comme changement. Donc là, je vous présente quelques exemples de paysages produits par notamment le grand public et pour le coup, c'est que des exemples de grand public. Donc là, c'est un exemple de paysage possible avec du coup des parcelles de maïs, des parcelles de blé. Je pense qu'il y avait beaucoup de... C'était un élevage, je pense que sur l'élevage marron, on était sur un système bovin lait orienté maïs. Donc, il y a pas mal de maïs, il y a assez peu de prairies pâturées, il y a quelques prairies de fauche et beaucoup de maïs, beaucoup de blé. Et puis, dans l'exploitation dont le siège est de l'autre côté de la route, on était vraisemblablement sur le même type de système avec des prairies pâturées assez peu nombreuses et puis pas mal de maïs et de ici, un exemple typique de ce que l'on observe à la fin de la première phase d'une partie avec un système porcin sur l'exploitation marron et un système laitier sur l'exploitation verte. Et en fait, on voit
des grands îlots de culture, de monoculture qui sont faits et pour simplifier le travail. Voilà, ici, c'est 3 parcelles qui appartiennent à l'exploitation verte, c'est 3 parcelles de blé. Ici, on est sur des parcelles qui sont toutes au même joueur, à la même exploitation, et donc on a un grand îlot de maïs qui s'est fait. Et donc voilà, et donc ça permet de présenter, de discuter de ces éléments-là. Et puis lorsqu'on reconfigure, on peut avoir d'autres systèmes qui apparaissent. Et ici, vous voyez un paysage qui est avec 2 exploitations laitières, bovin-lait, orientées sur l'alimentation plutôt basée sur de l'herbe. Et donc, ça change complètement le paysage observé. Donc, quelques retours utilisateurs. Pour le moment, on l'a mis un peu en œuvre sur des créneaux de 2h30 environ. Et on l'a fait avec des lycéens de première et de terminale CGEA et des premières années de BTS Axe. Les aspects positifs qui sont ressortis, c'est que les groupes étaient actifs. Les élèves étaient assez vraiment partie prenante du jeu. Il y a une mise en pratique des concepts qui a été assez appréciée, et puis on peut avoir une visualisation directe des effets des choix pris. Et ça a beaucoup plu. Dans les limites, par contre, c'était vraiment des grands groupes, et il y avait une seule combinaison de systèmes qui était testée, c'est-à-dire que pendant ces 2h30, c'est par exemple un système porcin et un système laitier basé sur une alimentation avec beaucoup de maïs. Et on ne peut pas en faire plusieurs dans la séquence. Donc, du coup, ça peut parfois être un peu limitant pour montrer l'effet de ces systèmes de production sur le paysage. Dans les autres usages possibles du jeu, c'est de pouvoir comparer des paysages produits après avoir interverti les systèmes de production. Donc, le système qui était présent sur l'exploitation à droite de la route, on le met sur le système qui était à gauche, et le système qui était à gauche, on le met sur l'exploitation qui est à droite. Et on voit déjà des grandes différences de paysages qui peuvent arriver liées à cette différence d'organisation spatiale des parcellaires. Donc le jeu, on l'a changé. Pourquoi? Parce qu'on voulait le transformer en version print and play, donc juste à imprimer, que tout le monde puisse imprimer, qui sera disponible donc gratuitement. Ça va être disponible sur le site internet du jeu. Donc il est en ligne, le site, vous pouvez y aller. Par contre, le jeu n'est pas encore téléchargeable. On souhaite faire un peu des tests dans les semaines qui viennent. Donc, c'est pareil, si vous êtes intéressé pour le tester dans vos classes, eh bien, dites-le moi, vous pouvez m'envoyer un mail, pas de souci. On verra si on peut, comment on peut faire. On aimerait faire voilà, des sessions de test. Le jeu, il est gratuit, mais il sera disponible sur inscription pour pouvoir valider une charte d'utilisation. Ça permettra aussi que vous ayez accès à une calculatrice des scores, puisque les scores agronomiques peuvent parfois être un peu compliqués à calculer. Donc, on nous proposera cet outil-là. Mais la partie la plus intéressante, c'est que du coup, on constitue une base de données des parties réalisées, précisant les différents systèmes, et ce qui permettra d'utiliser cette base de données pour discuter après la session de jeu. Si on n'a pas le temps de faire une combinaison de systèmes qui pourtant aurait pu être intéressante pour comparer par rapport à ce qui a été fait, eh bien, on peut aller chercher dans la base de données des parties réalisées avec ces 2 types de systèmes-là, les systèmes qu'on souhaite, et montrer des paysages obtenus par d'autres et donc en discuter derrière. Et puis, c'est ce que je vous disais, cette section permettra aussi de proposer des nouveaux systèmes de production. Donc, actuellement, on a le système bovin-lait basé sur du maïs, le système bovin-lait basé sur de l'herbe, on a un système bovin allaitant, naisseur-engraisseur,
On a un système porcin conventionnel, un système porcin bio et on compte faire un système avicole avec parcours. Donc voilà. Et puis, si vous avez d'autres idées, eh bien, on va proposer un gabarit pour proposer des nouveaux systèmes de production dans le jeu. Et du coup, pour pouvoir faire ce jeu, il faudra juste une imprimante couleur A3. Alors, je conseille aussi un massicot parce que, mine de rien, il y a pas mal de tuiles à découper. Le plateau, ça sera 3 feuilles A3 et du coup, on se dit qu'il faudrait à peu près un jeu pour 6 à 8 élèves en classe. Ce qui veut dire à peu près 4 plateaux pour une classe de 25-30 élèves. On se pose la question de faire une version boîte de jeu. Ce n'est pas encore tranché. En fait, les prix sont un peu élevés, 200 € par boîte. Donc, ça peut être un frein non négligeable, surtout s'il en faut 4 pour une seule classe. Donc, ça fait 800 € pour faire le jeu. Par contre, plusieurs personnes disaient « Ah, mais nous, on a un budget qui permettrait d'en acheter plusieurs d'un coup et ensuite, on pourrait faire un système de prêt entre les établissements, d'avoir quelque chose qui soit mutualisé. » Donc ça, on peut, du coup, ça nous incite à nous poser la question. On est en cours de, voilà, si vous êtes intéressé par ça, plutôt que de passer du temps à créer une version print and play, je suis preneur de vos retours et de savoir si ça peut vous intéresser. On a fait une enquête qui semblait dire que la version print and play était quand même favorisée, mais qu'une boîte de jeu, il y en a plusieurs qui seraient intéressés. Donc, voilà pour ce que j'avais à vous dire. Je finis par parler du réseau de réflexion sur l'utilisation des jeux sérieux, donc Gamae, qui est porté par Sylvain Dernat au sein de l'UMR Territoire et dont je suis un des coporteurs et qui serait constitué de trois parties, une partie ludothèque, une partie plus ressources pour accompagner les concepteurs de jeux, de la conception jusqu'à la valorisation, et puis d'une partie un peu plus science sur comment susciter, faciliter l'interconnaissance, développer et promouvoir les recherches sur le jeu au sein de INRAE et chez ses collaborateurs. Donc voilà, et il y a un stage qui est en cours, donc si vous avez des jeux, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on vous ressollicitera pour l'enquête de recensement sur les jeux sérieux dans le domaine de l'environnement, l'agriculture, le développement territorial. Voilà pour ce que j'avais à dire, je peux prendre les questions. Merci beaucoup Gilles pour cette présentation. Merci aussi de nous ouvrir les horizons vers Gamae. Effectivement, dans quelques mois, je pense plutôt au début d'année prochaine, il y aura au sein d'INRAE et qu'on relaiera nous au sein d'Agrinium cette plateforme Gamae qui va permettre d'organiser justement l'offre de jeux sérieux et les échanges sur cette dynamique importante. Donc, si on va prendre les questions, peut-être je t'enlève le diaporama. Donc, une première question qui est importante, c'est à savoir les critères qui sont intégrés dans les calculs de score. Qu'est-ce que tu peux répondre à cette question de Corinne? Oui, alors les critères que l'on a pris, c'est est-ce que déjà les couverts choisis, donc les 13 tuiles, correspondent aux objectifs, à ce qu'il fallait calculer. Donc, du coup, là, on a des points pour avoir bien su choisir les couverts. Ensuite, il y a des points pour les aspects réglementaires, donc protection du cours d'eau. Est-ce que les cours d'eau sont bien couverts ou pas par des bandes enherbées lorsqu'il y a des cultures? Il y a des points qui sont pour des aspects un peu plus de travail. Et donc, du point de vue agronomique, il y a, si on a des grands îlots d'un même couvert végétal, là, ça fait des points aussi. Donc, de créer des grands îlots, ça rapporte.
du point de vue agronomique. Ensuite, il y a des points qui peuvent être en fonction de ce que l'on choisit de mettre dans le contexte du paysage. Donc, par exemple, si on dit l'orientation nord-sud, c'est le nord est du côté de la rivière, le sud est du côté de la forêt, et bien après, c'est est-ce que les haies sont positionnées pour fournir de l'ombre? Pareil pour le vent, c'est est-ce que les haies ont été positionnées pour casser le vent ou pas? Donc là, on rajoute quelques points. Il y a des questions de distance. Si il y a une parcelle s'il y a une parcelle de pâturage qui est à l'autre bout de l'exploitation, est-ce que c'est justifié ou pas? Là, c'est un point qui va être typiquement, c'est quelque chose qui peut faire perdre un point ou ne rien faire, parce que si c'est bien justifié par les élèves en disant ben non, mais c'est parce que je garde quelques animaux à élever, ou je mets les vaches taries dessus, je mets les génisses dessus, et bien du coup, ça se justifie, on comprend pourquoi est-ce qu'il l'a mis là-bas. Si par contre, il n'y a pas une justification qui est donnée clairement, eh bien, ça peut faire perdre un point. Pareil pour le maïs en silage. Le maïs en silage, en général, on le rapproche plutôt de l'exploitation. Et donc, du coup, s'il est trop loin de l'exploitation, eh bien, on fait un point de moins. Voilà, c'est des exemples de critères de points. En fait, en fonction des systèmes de production, ça ne va pas toujours être les mêmes points. Et pareil, en fonction du contexte du paysage, si on met du vent, si on dit qu'il y a des utilisateurs de la route qui aiment voir des animaux pâturer lorsqu'ils passent sur la route, et bien, du coup, ça peut faire des points supplémentaires. Tout ça est détaillé dans les règles du jeu. Merci. Après, il y a une autre question de Corinne également importante sur les liens avec des méthodes d'évaluation existants, type IDEA par exemple. C'est vrai que les enseignants ont tendance à utiliser des outils d'évaluation ou des plateformes d'évaluation, en particulier sur la biodiversité. Vous faites des liens et si oui, lesquels? Donc non, il n'y a pas de lien avec que ce soit IDEA ou toute méthode. Pour le moment, l'idée, c'est aussi de faire un premier point de discussion, de regarder, parce que dans IDEA, donc, il y a bien sûr l'ancrage au territoire, et il n'y a pas tant d'éléments que ça sur la spatialisation. Il y a des éléments sur les infrastructures écologiques. Donc, on peut essayer de faire des liens, mais notre jeu n'est pas assez précis pour aller jusque-là, en fait. Il est beaucoup plus grossier que ce qui va être nécessaire pour IDEA. Après, on pourrait réfléchir à faire des liens si ce n'est pas fait pour le moment. Mais si vous avez des idées pour l'utiliser comme ça, je suis preneur. Disons que ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'effectivement, le jeu peut être une première étape de sensibilisation aux questions de spécialisation. Et c'est pour ça que quelque part, ça a l'air de fonctionner avec des élèves de bac pro, par exemple. En revanche, peut-être que pour des étudiants de l'enseignement supérieur ou des agriculteurs, ça peut être une première étape de sensibilisation, de partage de représentation, etc., pour ensuite passer à des outils plus d'évaluation à l'échelle d'exploitation ou de plusieurs Ouais. exploitations. Typiquement, je l'ai utilisé, j'ai utilisé 2 fois dans des cursus de master, master 1, master 2. Une fois, ça s'était fait, mais c'était en fait des élèves qui commençaient ce master-là, alors qu'avant, ils étaient à la fac. Et donc, du coup, ils avaient assez peu de connaissances du fonctionnement de l'exploitation agricole, etc. Et donc là, ça avait un intérêt. Et l'autre fois, c'était pour des élèves qui étaient déjà passés par une école d'agro. Et j'ai bien senti que c'était trop limite pour eux qui avaient déjà eu ce genre d'éléments-là. Et donc, c'est pour ça que c'est vrai qu'on le cible beaucoup plus sur lycée et BTS que sur des niveaux plutôt master, où là, ça ne sera pas assez précis.
Ok, alors une question d'Emmanuel, quels sont les outils utilisés pour le débrief? Et quel temps en moyenne pour le test? Alors, Alors, là, tu as parlé de 2h30, me semble-t-il, mais sur le… ouais, j'ai dit 2h30. En fait, dans les cas qu'on a eus jusqu'à présent, on a toujours intégré, en fait, dans ces phases de débrief, des éléments issus de nos recherches. Donc, par exemple, sur les organisations, les choix de culture, l'organisation spatiale des assolements, je présentais des résultats justement issus d'AgriConnect sur nos enquêtes auprès des exploitants, sur quels sont leurs critères de choix des cultures, comment est-ce qu'ils les organisent spatialement, quels critères de décision. Pareil sur la biodiversité, j'apportais des éléments à la fois sur les espèces végétales et sur les carabes, les résultats du projet. Et donc, du coup, ça rajoutait un peu de temps. Le jeu en tant que tel de positionner les couverts et en discuter ensuite, enfin pas en discuter, mais les réorganiser et tout ça. En général, on laisse à peu près un quart d'heure par phase de jeu. Donc, on est à 1 heure pour faire le jeu sans vraiment les débriefs, et donc 1 heure et demie pour les débriefs. Il y a en fait le débriefing, il n'y a pas d'outils spécifiques pour les mener, mis à part les éléments qui vont être utilisés pour calculer les points agronomiques et écologiques derrière. Il y a bien sûr des éléments, par exemple sur la biodiversité, c'est du coup, qu'est-ce que vous en pensez lorsque on a un paysage, typiquement la dernière partie que j'ai faite, le paysage, il avait un carab des cultures et un carab forestier et 8 ou 10 adventices qui étaient dans le paysage. Ben, du coup, qu'est-ce que ça leur dit, ça pour eux? Comment est-ce qu'ils le perçoivent? Voilà, donc on peut s'arrêter un peu sur les chiffres. On va pouvoir organiser le débriefing sur du parti agronomique, sur quels sont tous les points qui vont donner des points aux gens, enfin, aux deux groupes. Donc voilà, c'est plutôt la grille des points qui finalement oriente le discours qu'autre chose. Alors, une autre question d'Emmanuel, alors je vais interpréter parce que c'est une question concernant le positionnement des habitations. Est-ce que bon, il y a deux sièges d'exploitation, mais après, dans votre jeu, il n'y a pas d'habitation locale, d'habitation de zone habitée. Est-ce que ça, vous y réfléchissez pour introduire ça ou pas? Non, tout ce que l'on a fait, c'est enfin, pour le moment. Après, libre aussi aux enseignants de rajouter des éléments. Pour le moment, nous, le seul élément qu'on avait mis, c'est il y a des gens qui se baladent dans la forêt ou voilà, qui aiment voir les animaux, ou au contraire, il y a des gens qui passent sur la route qui aiment voir des animaux pâturer. Et du coup, on le prend en compte ou pas, mais on n'a pas été au-delà de ça. Il n'y a pas de modèle économique non plus derrière. Ça va pas, le fait qu'il y ait des habitations, ça ne va pas changer la façon de produire. On n'a pas des questions d'herbicides, on n'a pas des questions de traitement. Donc, on n'a pas été jusque-là. Mais voilà, après, s'il y en a qui veulent rajouter des contraintes par rapport à ça, Ouais, c'est possible. c'est imaginable. Mais Ok, une autre question sur les parcelles, tout ce qui est autour de la taille des parcelles, sans bande fleurie. Et donc, est-ce que il y a, en termes de score, il y a des grosses différences entre des grandes, des petites parcelles, ou est-ce que ou c'est séparable ensuite pour analyser point fort, point faible, ou est-ce que tout est aggloméré, c'est-à-dire en gros la taille des parcelles, la présence de bandes enherbées, tout ça, c'est moins pris en compte. alors, dans la fiche de calcul du score, on a bien nombre de points pour le choix des couverts, nombre de points pour le respect de la réglementation, nombre de points pour la création des grands îlots. Et en fait,
Donc, du coup, on détaille un peu d'où viennent les points ou d'où viennent les malus de points, qu'est-ce qui est fait là-dessus. Donc, on a des éléments. Et après, dans la question écologique, ce que l'on montre, en fait, l'un des critères, c'est d'avoir une alternance de couverts pour faire apparaître certains types de biodiversité ou de faire des continuités d'éléments pérennes pour d'autres éléments. Et donc, du coup, ces questions de grands îlots, si ça rapporte des points du point de vue agronomique, effectivement, du point de vue écologique, en général, ça en enlève. Et ça, c'est tout le rôle du débat qu'il peut y avoir soit après la phase écologique, soit après la phase reconception, sur eh bien, voilà, qu'est-ce que vous pensez que l'organisation du paysage, ça joue là-dedans, et est-ce que les contraintes que l'on se met d'un point de vue agronomique pour construire un paysage plus pertinent d'un point de vue écologique, est-ce que c'est envisageable ou pas? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Et est-ce que le fait de discuter avec le voisin, ça change quelque chose par rapport à réfléchir tout seul dans son coin? Mais voilà, donc je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais il y a quand même moyen de séparer et de discuter de ces différents Hmm. éléments du score. Ouais. Mais ça renvoie peut-être à une remarque d'Emmanuel qui dit le score finalement n'a pas autant d'importance que la réflexion sur les interactions. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil pour travailler sur les représentations initiales et puis la façon d'intégrer la biodiversité dans une approche paysagère agricole. En cours, je pense que oui. Après, à terme, moi, je trouve que le score peut avoir un intérêt par rapport à cette base de données. Lorsqu'il y aura eu plein de parties de fait avec les mêmes systèmes de production, se poser la question, tiens, mais avec ces deux systèmes-là, quel est le score maximal que l'on a pu observer, qui a réussi à être obtenu par les joueurs dans tel contexte, enfin, voilà. Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont obtenu ce score-là? Est-ce que c'est beaucoup plus que ce que nous, on a eu dans notre cours? Et voilà. Mais c'est vrai que dans l'atelier avec les élèves, le score est pas si important que ça. Et puis surtout, je ne l'ai pas dit, mais par exemple, comme il y a un parcellaire qui est beaucoup plus groupé, forcément, il y a plus de possibilités de faire des jointures, des grandes parcelles que pour l'autre exploitation. Et donc, le score maximal de chacune des deux exploitations n'est pas le même. Donc, forcément, quand on parle de score, il y a les élèves qui vont dire « Ah, on a eu un meilleur score que toi d'un point de vue agronomique », alors qu'en fait, ils ne sont pas sur le même max. Donc, dans la grille de score, on note le score maximal, entre guillemets, théorique possible. Et donc, pour bien dire, oui, mais en fait, vous avez eu un meilleur score, mais de base, vous avez une meilleure configuration de territoire pour faire un bon score agronomique. Et donc, vous ne vantez pas auprès de vos camarades d'avoir eu un meilleur score qu'eux, quoi. Hmm. Voilà, c'est pas l'objectif. Et puis, en fait, c'est surtout la variation de score après qui peut être intéressante. Alors, effectivement, donc, il y a une confirmation en disant que, par exemple, pour les premières années BTSA, ce qui est important, c'est de manière appréhender la relation agronomie-écologie de manière globale et non en opposition. Et du coup, en première année BTSA, en pluridisciplinarité, c'est une façon d'aborder, de travailler par exemple entre un prof d'écologie et d'agronomie et de zootechnie pour faire une séance ensemble et du coup, ensuite, en deuxième année, passer à des méthodes de diagnostic plus élaborées. Il y avait une question concernant Emmanuel là, qui revient sur les habitats. Si on prenait en compte les habitats, quel service supplémentaire qui serait possible à interpréter? Alors après, habitat, là, du coup, je veux bien une reprécision, parce que est-ce que c'est vraiment habitat dans le sens habitat écologique, ou est-ce que c'est habitat des Ah, je habitations et sais donc pas, la présence c'était de… Emmanuel qui avait posé la question. Bah, peut-être il peut préciser Parce habitat que… population. D'accord. Population, mais à population
de… Non, mais, population humain, quoi, être Oui, humain qui vivent à côté et de fait. oui, le bois, etc. Euh, Ouais. Bonne question. Pour moi, il y aurait la question des effluents et la question des effluents. Les pesticides, clairement, enfin, le jeu est vraiment pas fait pour traiter cette question-là. Les zones d'épandage, en fait, pourraient peut-être être un peu plus faciles à prendre en compte, mais ça veut dire aussi la rajouter un pion dans le jeu, quoi. C'est rajouter un pion où est-ce qu'on met de la fertilisation organique avec ce que l'on a actuellement dans le jeu, les carabes et les adventices. Je vois pas trop comment, je vois pas de quel lien on pourrait faire avec les habitats. Par contre, voilà, c'est vrai que sur la question fertilisation, on pourrait imaginer quelque chose. Alors, il y avait une question de Laura sur le test avec les agriculteurs. Mm. Pour accompagner le dialogue sur les territoires et initier la réflexion sur des actions collectives, est-ce que ça a été testé, utilisé Alors, en perspective? ça aurait dû être testé par une animatrice d'un CPIE qui devait avoir un atelier avec des agriculteurs en utilisant le jeu à un moment. Alors, je n'en savais pas forcément plus, mais bah, avec le Covid, ça a été annulé. Et du coup, ça n'a pas pu être testé. Moi, j'avoue que j'ai quelques doutes par rapport à une utilisation avec les agriculteurs, dans le sens où j'ai peur qu'ils aient du mal à se projeter sur ces parcellaires qui sont déjà très grossiers, dans le sens où il n'y a que 13 parcelles pour que ça fasse des exploitations de taille correcte. Du coup, chaque parcelle fait 5 hectares. Et du coup, je me dis, ils vont avoir du mal à se projeter, mais j'aimerais bien le tester au Mm. moins une fois avec des agriculteurs pour voir ce qui en ressort. Mm. Donc, Laura, contactez Gilles, vous avez son adresse dans le chat pour pouvoir le tester avec les agriculteurs. OK. Bon, il y a une dernière question sur les ressources des travaux de recherche, enfin la biblio-travaux de recherche qui ont été à l'origine de ce jeu. Bah, tu as dit que tu en avais dans les fiches, il y en avait dans les fiches. Est-ce qu'il y a un référencement sur le site paysage ou pas? Alors, pour le moment, non, mais effectivement, on va y réfléchir. Et puis, bien sûr que ces recherches, elles sont accessibles. Alors après, moi, j'ai fait une présentation de ça en anglais, mais voilà, il y a un article scientifique qui est en anglais aussi sur les questions de modélisation, d'organisation du paysage. Il y a une présentation en anglais aussi, un colloque sur les décisions d'assolement. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui sont plutôt sur des communications scientifiques et pas forcément de vulgarisation. Par contre, on les mettra disponibles et enfin, ça peut se faire. Faut qu'on le fasse. Bon, en tout cas, Comme il y a c'est une un idée. intérêt, C'est aussi à ça que servent les webinaires c'est de ça. présentation. C'est aussi pour que les auteurs puissent s'enrichir des interventions et des demandes des participants. Je pense qu'on a fait un peu le tour. On a fait le tour des différentes questions et donc on va terminer ce webinaire en disant que c'est l'avant-dernier webinaire de la thématique sur le jeu en formation. Le dernier webinaire aura lieu lundi prochain, qui parlera des jeux, d'une famille de jeux, What a Game, autour de la gestion de l'eau et des usages de l'eau. Et donc, je voulais à nouveau remercier Gilles pour sa présentation. Merci à tous de Merci à votre tous. présence et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour le dernier webinaire sur le jeu en formation. À bientôt, bonne semaine à tous Au et au revoir. revoir.